À tes soins, Minou. When I never felt bad, come on, yeah. Bonjour et re-bienvenue à ma chaîne. Ça fait presque 3 semaines que je suis en vacances. Puis maintenant que l'année scolaire est officiellement terminée, je peux parler d'un article qui a été publié par le Journal de Montréal le 19 juin dernier. L'article s'intitule « Manque de motivation à l'école, les profs aussi sont nonchalants ». On peut pas vraiment critiquer ou parler d'un article comme celui-là quand on est à la fin de l'année scolaire. Tout le monde est fatigué, les profs, les élèves, les administrateurs, les parents aussi. Donc, considérer le contenu objectivement est difficile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais citer des passages de l'article, des passages qui ont retenu mon attention, des passages qui m'ont fait réagir vivement et je vais partager un peu mes pensées, mes commentaires au sujet de ces passages-là. Alors, le premier passage, l'école à distance, ce n'est pas vraiment de l'école, témoigne Noah Livet, Page, 15 ans. J'allais juste pas au cours virtuel et je passais quand même. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, le Journal de Montréal avait interviewé une dizaine d'élèves du secondaire dans une maison de jeunes à Montréal et ont recueilli leurs commentaires, leurs opinions, leurs idées au sujet de la réalité de la motivation à l'école. Puis la motivation, puis surtout quand il s'agit des cours virtuels, j'en avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé auparavant dans d'autres vidéos. Je pense que j'avais fait une vidéo en anglais. C'est faire un cours virtuel, c'est pas du tout comme un cours en classe en présentiel. Il y a une approche très différente et créer des liens avec les élèves devient beaucoup plus important. Il y a des avantages à faire du virtuel, mais personnellement, je trouve qu'il y a plus de gestion à faire en virtuel. Ou du moins, c'est pas le même type de gestion de classe qui se fait en présentiel. Donc, ça se comprend si les profs et les élèves ne se sentent pas motivés à faire des cours virtuels. Puis, à moins que les choses ont changé depuis 2 ans dans le programme de formation des maîtres, on n'a pas vraiment montré aux profs comment faire des cours virtuels, puis on n'a pas montré aux élèves comment participer dans un cours virtuel. Citation numéro 2. Ce n'est pas normal que le prof fasse juste lire le cahier en classe et que, quand on a une question, il nous dit « Va sur Google », rapporte un élève. Je ne vais pas mentir, si je comprends rien, je ne vais pas travailler pour réussir. Pour de vrai, on fait encore ça? Travailler à partir d'un cahier, à partir d'un livre? Ah! OK. L'année passée, pas l'année qui vient juste de passer, mais comme il y a 2 ans, quand on était comme en plein dans la pandémie. OK? Dit Madame la prof pendant la 7e vague. Hey! OK. Donc, quand j'ai travaillé avec mes élèves de secondaire 3, qui seront comme en secondaire 5 l'année prochaine, j'ai presque pas touché au cahier d'exercice. Okay? Chaque unité que je faisais en classe était créée à partir de suggestions, de commentaires, d'idées de mes élèves. On travaillait quand même des choses comme le texte explicatif, le texte narratif, mais on l'a fait avec des référents que les élèves connaissaient. Donc, l'animation japonaise, les films de super-héros, les sports, la bouffe, des choses qui étaient signifiantes pour eux. Donc, je sais que c'est du travail. Je sais que c'est du travail de partir à zéro, de se bâtir une unité à partir, je ne vais pas dire de rien, mais à partir d'unités. C'est beaucoup de temps à investir, planifier une nouvelle unité en temps réel. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est ce que j'ai fait avec mes élèves quand ils voulaient travailler la musique. Il fallait que je prépare du contenu, puis ça voulait pas dire que
que ça allait être prêt le lendemain matin. Donc, à ce moment-là, j'en ai profité pour travailler dans le cahier, c'est-à-dire faire les exercices de grammaire. Comme ça, pendant mes périodes libres et à la maison, c'est là où je préparais le contenu qui s'enlignait avec ce qu'ils voulaient faire, avec l'unité que j'ai bâtie. À la fin de l'année, les élèves se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas touché au cahier d'activité. Et ils ont compris à quel point que le contenu de cours qu'ils avaient fait était véritablement fait sur mesure à leurs besoins et à leur goût et leur intérêt. Soyons clairs, je reconnais comment le manque de motivation chez les profs influence le désir. Je ne veux pas dire de ne pas vouloir créer du contenu, parce que quand on est fatigué, quand on n'a pas envie, puis là, quand je dis quand on n'a pas envie, ça ne veut pas dire que c'est un manque d'envie professionnelle, mais la fatigue puis l'épuisement professionnel, ce sont des problèmes très, très réels. Ça va influencer le désir de vouloir créer quelque chose de nouveau. Tu sais, quand on est fatigué, quand on est claqué, c'est pas comme si on va se dire « OK, je vais passer 3 heures dans un ordinateur à préparer du nouveau contenu. » Non, ça se fait pas. Ça m'arrive moi aussi. Mais pour moi, puis pour d'autres aussi, le fait de créer mon propre contenu me donne une genre de satisfaction personnelle et professionnelle, puis me donne un plus grand sentiment de contrôle sur ce que je fais en classe. C'est pas le cahier qui va me dire ce que les élèves vont apprendre. Tu sais, je suis la progression des apprentissages, mais la façon que je vais livrer ce contenu-là ne sera pas influencée par un cahier d'exercice qui est parfois complètement déconnecté de la réalité des élèves. Troisième passage qui a retenu mon attention. Pour les plus jeunes, la notion de carrière est très lointaine. Il y a déjà des gens qui me demandent « Que veux-tu faire plus tard? » Mais je suis juste en secondaire 2, s'exclame Sydney Fleury, 14 ans. Hey, est-ce qu'on pourrait arrêter de poser cette question-là aux élèves? T'sais, on demande aux adolescents à 14 ans ce qu'ils veulent faire plus tard. Puis là, je parle pas de la question existentielle. Tu vas être quoi, toi, quand tu vas être plus grand? Non, on demande en secondaire 3 de se brancher dans une voie. Les maths puis les sciences vont déterminer ce qu'ils veulent faire plus tard. Parce que si tu prends pas les bons maths, si tu prends pas la bonne voie en sciences, comme il y a 2 différentes sortes de cours de sciences. Puis là, mon chat est décidé de venir m'achaler là, pendant ma présentation. C'est pour ça que ma main est ici, parce que sinon, il miaule tout le temps. Puis, on dit aux jeunes, à 14 ans, comme, hey, oublie pas de prendre des options sciences parce que, tu sais, au cas où quoi? Au cas où quoi, tu vas tout à coup développer un goût intense pour les sciences. C'est parce que si, comme, t'en arraches en secondaire 3 en maths puis en sciences, penses-tu que t'as envie de toucher aux sciences en secondaire 4 puis en secondaire 5? Puis on donne cette perception-là que si tu prends pas les sciences, si tu prends pas une option avec maths avancées, là, c'est fini. Tu n'auras aucun succès dans ta vie future. Tu pourras plus jamais avoir de carrière qui va t'épanouir. Tu sais, je suis fatiguée d'entendre ce genre de questionnement-là à nos jeunes parce qu'on est en train de renforcer la perception que, il faut que ça se décide là, parce que ça va être le reste de ta vie. Parce que changer de cheminement, changer de chemin, changer de carrière, c'est impossible. Tu peux pas faire ça. Puis, je suis désolée, mais oui, tu as le droit de changer d'idée, tu as le droit de changer de voie. On donne cette impression, puis ça me ramène à ce que j'ai dit l'année passée, quand le gouvernement répétait sans cesse qu'il fallait se rattraper. On se rattrape à quoi? Il n'y a pas de date limite à ton succès. Donc, demandez à un jeune, direct là, à 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu as pensé au cégep? Yo, il vient juste d'avoir 14 ans! Laisse-le tranquille!
c'est désolant parce que ça crée tellement de stress et tellement d'anxiété, puis même mon chat est d'accord avec ça, que ça décourage les jeunes et ça sape leur motivation. Le prochain ou bien les prochains passages qui ont retenu mon attention concernent plus le personnel enseignant et c'est quelque chose qui m'est très cher, qui est important pour moi parce que oui, on peut parler d'anxiété chez les jeunes, mais aussi beaucoup de problèmes d'anxiété chez les profs. Je n'ai jamais géré autant de situations conflictuelles ou de détresse chez les adultes. Parfois, entre un employé et un élève, il y a beaucoup d'irritabilité. J'ai jamais vu des gens crever comme ça, abonde une prof à propos de ses collègues à l'école primaire de Montréal où elle enseigne. Je lance zéro roche au personnel scolaire et on se le fait souvent dire par les jeunes, il y en a qui se sentent pas appuyés et compris par le personnel de leur école, se sentent revirés de bord. Pour moi, ce passage-là est difficile à décortiquer, à digérer, parce que ça démontre qu'on n'a pas encore fait assez d'efforts pour déstigmatiser. Je l'avais écrit, puis j'arrive difficilement à le dire, à déstigmatiser les problèmes entourant la santé mentale. Puis une autre chose que ce passage-là me montre, c'est que les équipes administratives, l'équipe de gestion, font pas grand-chose pour améliorer le climat au sein d'une équipe. Puis là, je dis ça pas parce que c'est le but des équipes, comme on va rien faire pour aider nos profs. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je les blâme pas. Leur assiette est pleine. Les gestionnaires administrateurs ne font pas de leadership dans le sens philosophique du mot. T'sais, ils s'occupent plus de paperasse, puis ils essaient d'éteindre des feux qui apparaissent quotidiennement, puis dès qu'ils croient qu'un feu a été éteint, non, un autre s'allume, puis quand ils se retournent, oups, celui qu'ils ont cru avoir éteint est devenu un brasier énorme. Donc, c'est essayer de résoudre les problèmes qui touchent le climat de l'école, qui touchent les relations entre l'équipe enseignante, est une tâche qui est difficile à faire. C'est pas de leur faute. Puis je pense que il y a quelque chose à revoir dans le leadership pas le leadership, mais le travail qui est exigé par les gestionnaires et les administrateurs. Il faut savoir comment porter plus d'un chapeau, je le sais. Résolution de conflits, médiation, réseautage, je le reconnais. Mais pour penser les vrais bobos qui existent dans une école, les bobos qui font en sorte qu'il y a des profs qui souffrent de problèmes de santé mentale, que les élèves souffrent de problèmes de santé mentale, que les administrateurs souffrent de problèmes de santé mentale, il faudrait mettre sur pause le reste pour s'attaquer à ces problèmes-là. Et malheureusement, on ne peut pas le faire. Et des fois, il n'y a pas de remède, du moins pas à la portée de la main. Puis la détresse qui est ressentie par les profs, les élèves, les administrateurs, gruge petit à petit le vernis qui couvre la normalité d'une école. Il faut trouver une façon de résoudre ces problèmes-là. Parce que oui, on est peut-être retourné à l'école cette année comme si c'était normal, mais la pandémie a exacerbé plusieurs problèmes pré-pandémie qu'on a négligés. Le manque de motivation, les problèmes de santé mentale, le décrochage, le burn-out. C'était tous des problèmes qui existaient auparavant. Puis, je
crois qu'on a essayé de résoudre ces problèmes-là avec des solutions qui dataient des années 80. Je vais faire un parallèle. Si vous allez voir le médecin et vous avez une maladie, cancer, vous avez des problèmes de santé, est-ce que vous voulez qu'il essaie de vous guérir avec des remèdes qu'on utilisait dans les années 70, 80? Non, vous voudriez avoir le médicament qui est moderne, qui est courant, qui est contemporain. C'est logique, non? Alors pourquoi on essaie de guérir les problèmes qui existent à l'école avec des solutions qui datent de 40 ans? Je fais juste dire. L'article que j'ai lu dans le Journal de Montréal n'est pas, disons, le contenu n'est pas nouveau pour moi. J'en ai déjà parlé, je l'ai vécu moi-même, je le vois quotidiennement. Est-ce que c'est peut-être du sensationnalisme? Oui, fort possible. Mais peut-être qu'il faut créer des sensations fortes pour amener du changement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances.